Bien. Alors donc donc une fois que nous avons développé la partie back-end de l'application, donc on va essayer de voir comment travailler, s'il vous plaît. Alors on va voir comment travailler la partie donc front-end en utilisant le framework Angular. Alors je vais vous donner quelques éléments qu'il faut savoir au niveau de Angular. Bon, je vous donnerai le support de cours dans lequel vous trouverez donc tous ces éléments, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, d'abord, Angular, donc c'est un framework qui est fait pour créer la partie front-end des applications web et mobiles. C'est-à-dire, vous pouvez bien l'utiliser pour développer des applications web et mobiles. Par exemple, si vous travaillez avec Ionic, Ionic lui-même, il est basé sur Angular. Alors, donc, il permet de créer des applications de type Single Page Application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une seule page, index.html, et après, c'est un Angular qui va gérer toute la logique présentation et qui vous permet pratiquement de créer toute la partie interface de l'application. Alors, l'idée principale, c'est que la partie, grâce à Angular, vous créez donc l'application qui permet d'interagir avec la partie backend. Alors, nous, on vient de développer donc notre API RESTful, notre partie backend, en utilisant une application basée sur l'architecture J2E, notamment principalement Spring. Mais comme je disais, donc, ça peut être bien PHP, ça peut être une application .NET ou Node.js, ou généralement, c'est un mélange. C'est-à-dire dans les projets, dans les grands projets, vous trouverez plusieurs microservices. Chaque microservice, il est développé avec une technologie. Donc ça, on en a déjà parlé. Alors, quelles sont les versions? Alors, il faut savoir que dans Angular, il y a Angular 1, c'est ce que nous appelons Angular JS. Avec le terme JS, il est lié à Angular 1. Alors, donc, c'est la première version d'Angular qui est la plus populaire. C'est pratiquement il y a 2 années. C'est pratiquement Angular JS qui est utilisé pour développer les applications. Donc, enfin, il est le standard de développement des applications, mais il n'est pas le seul framework. Il y en a d'autres frameworks qui sont utilisés. Donc, il est basé sur une architecture MVC côté client. Donc, les applications d'Angular sont écrites, généralement AngularJS, sont écrites en JavaScript. Après, par la suite, il y a Angular 2. Alors, le nom utilisé, c'est Angular. Donc, quand vous entendez parler Angular, si vous voulez, c'est la deuxième version. Alors, c'est une réécriture complète de Angular 1. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a une grande différence entre Angular 1 et Angular 2. Donc, généralement, c'est une version qui est plus performante, il est mieux structuré et qui représente généralement le futur du développement web. Principalement, c'est le futur d'Angular. Si vous voulez le passé, vous restez sur Angular 1. Si vous voulez le futur, vous travaillez avec Angular 2. Alors, vous serez des ingénieurs, vous serez en entreprise. Alors, si c'est un nouveau projet, vous travaillez avec Angular 2. Si c'est un ancien projet qui existe déjà, AngularJS, vous devrez travailler avec AngularJS, à moins si l'entreprise décide de migrer vers Angular 2. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin également de comprendre ce que c'est AngularJS. Donc c'est la raison pour laquelle le matin, je vous ai parlé d'AngularJS, comme ça vous aurez une idée. Alors donc, en principe, les applications Angular 2 sont écrites généralement en utilisant le langage TypeScript, qui est lui-même compilé et traduit en JavaScript par ce qu'on appelle un transpiler. Et après Angular 2, donc, il est basé sur la programmation basée sur les composants. Alors ici, donc, c'est basé sur le pattern MVC. Ici, on est basé sur la programmation en utilisant ce qu'on appelle les web components. Et après, par la suite, il y a Angular 4, donc qu'on va utiliser. C'est une simple mise à jour d'Angular 2. Donc ça veut dire que logiquement, si vous dites Angular tout court, ça peut être 2, 4, etc. Alors comme vous le voyez, donc Angular 3, il a été abandonné parce qu'il y avait des problèmes, ce qui fait la version 3 d'Angular n'a pas vu le jour. Et du coup, donc, on est passé directement de Angular 2 vers Angular 4. Alors, juste quelques idées qu'il faut savoir également. Donc, travailler avec TypeScript, donc pour développer des applications Angular, il est recommandé bien sûr de travailler avec TypeScript, sachant que vous pouvez également travailler avec JavaScript. Donc, c'est un langage qui est structuré, orienté objet, et qui permet de simplifier la structure d'une application
quand vous avez une grande application côté front-end, généralement avec TypeScript, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Donc vous écrivez le TypeScript et après il y a un transpiler, un compilateur qui traduit TypeScript en JavaScript. Alors si vous voulez travailler, vous voulez commencer avec Angular. Donc le moyen le plus simple, c'est d'aller directement vers le site angular.io. Donc vous avez un quick start qui vous permet de savoir quels sont les outils qu'il faut installer, avec quoi il faut commencer. Alors qu'est-ce que vous allez installer en premier lieu? La première des choses, c'est que vous aurez besoin d'installer Node.js. Alors ça, c'est la première installation. Alors Node.js, donc notamment, vous l'installez parce qu'il vous offre un utilitaire que vous connaissez qui s'appelle NPM, Node Package Manager, et qui va vous permettre d'installer tout le reste. Alors, justement, une fois que Node.js est installé, donc vous allez le retrouver donc, dans le site de Node.js. Alors, quelle version? Alors, je crois qu'actuellement, il propose la version 7 sur le site de Node.js. 8, mais en principe, comme je disais, donc toujours la dernière version à éviter. Alors, je crois que pour moi, donc, j'ai installé la version, je crois, 6, mais on verra voilà. Donc, en principe, si vous travaillez avec la version 6, c'est suffisant pour développer vos applications Angular. Alors, vous avez l'installeur pour Windows, 64 bits, 34 bits, ça n'existe pas. Alors, comme quoi la fatigue, ça peut changer tout ce que vous voulez dire. C'est bon? Alors, généralement, quand vous installez Node.js, Node.js, vous l'installez quelque part. Mais si vous voulez maîtriser votre plateforme, parce qu'il y a pas mal d'outils que vous allez installer, moi je l'installe dans Tools, je crois. J'ai un dossier C, Tools. Et j'ai Node.js. Elle est là. Alors par défaut, donc, le chemin dans Node.js, il est ajouté dans la classe, plutôt la variable d'environnement path. Hein? Si ce n'est pas le cas, parce que c'est quelque chose qui devrait être fait. Si vous regardez les variables d'environnement, vous trouverez donc si vous utilisez l'installer de Windows, en principe, il met à jour la variable d'environnement path. Alors, ça c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, NPM, c'est pas Angular. Alors, on va utiliser un NPM pour installer un utilitaire Angular qui va vous faciliter la création d'applications Angular, sinon ça serait compliqué. Alors cet utilitaire s'appelle Angular CLI. Alors CLI, ça veut dire Command Line Interface. Donc alors pour installer donc un Angular CLI, donc vous aurez besoin d'utiliser npm install -g. Alors ça, vous savez, -g, ça veut dire global. Vous l'installez une fois pour toutes dans votre machine. Et après, donc, vous mettez donc si vous voulez le nom de la dépendance que vous voulez installer ici, @angular/cli. Alors en principe, c'est ce qui va être installé. C'est bon? Alors, une fois que vous avez installé Angular CLI, c'est des choses qui ont été déjà faites. Ça vous demande la connexion Internet. Ça prend parfois un peu de temps si vous avez une connexion qui est lente. L'étape suivante, c'est que je vais commencer à créer un projet Angular. Alors, tout ce que vous allez faire avec Angular, il y a une commande qui s'appelle ng. ng. Alors, avec ng, par exemple, vous voulez créer un projet Angular, vous utilisez ng-new et vous créez l'application. Ça, c'est la première des choses que vous allez faire. Et c'est ce que je vais faire tout de suite pour créer un projet. C'est-à-dire, je vais créer un projet, la partie front de notre application. Alors, comme cette opération, ça demande une connexion Internet, je vais juste changer le point d'accès. Bon, si vous voulez, vous pouvez aller directement sur ligne de commande. Mais après, par la suite, dans votre éditeur, on va utiliser WebStorm. On peut travailler avec directement sur la console de l'éditeur. Alors ici, donc, je vais par exemple me positionner dans un dossier Workspace.
j'ai un dossier que j'ai appelé Angular 2, que j'ai créé. Et ici, donc, je vais créer un projet. Donc, je suppose, par exemple, pour vous, tous les projets Angular 2, vous les mettez dans un dossier. Alors ici, donc, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est ng, new. Mon application s'appelle contact web, par exemple. Ça, c'est le nom de l'application. Alors, ça vous permet... Alors, en fait, cette opération, qu'est-ce qu'il permet? Il vous permet de créer la structure de votre projet Angular. Ça, c'est la première des choses. Enfin, c'est déjà fait, hein, c'est rapide. Mais le problème, quand il vous génère la structure du projet Angular, parce qu'il vous génère un ensemble de fichiers, et comme c'est un projet Node.js, vous savez que le projet Node.js contient un fichier qui s'appelle package.json, dans lequel il déclare les dépendances. Alors, toutes les dépendances qui sont déclarées dans package.json, il a besoin de les télécharger. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il est en train de télécharger les dépendances. Alors, on est presque dans la même logique. Ce qu'on avait fait dans backend, on est en train de le refaire, mais pour la partie front. Alors, ici, donc, c'est NPM qui va se connecter à Internet. Il télécharge les dépendances et après, il va les mettre quelque part dans notre projet. Alors, malheureusement, parfois, malheureusement, donc, comme je disais, si vous avez une connexion qui est lente, cette opération risque de prendre un peu de temps. Alors, pour mon cas, donc, avec ma connexion 4G, avec un téléphone qui est dans la batterie est faible, en principe, 2-3 minutes. Bien. Alors, donc je continue. Donc, en attendant qu'il installe, je vais vous expliquer donc ce qu'il va générer comme fichier. Je reviens au support. Donc, ng new application. Il nous génère le projet. Alors après, par la suite, donc si vous voulez tester le projet, parce que si vous voulez le tester normalement, parce qu'il vous génère une structure que je vais vous expliquer, dans laquelle il y a des composants web en utilisant TypeScript. Donc, principalement, il faudrait compiler TypeScript en JavaScript et après, par la suite, il faut tester tout ça. Alors, pour cela, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser ng-serve. Donc, ng, c'est toujours Angular. Alors, serve, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre un serveur web Node.js. Il démarre un petit serveur web Node.js. Mais bien sûr, avant de démarrer le serveur web Node.js, il compile, il génère donc tous les fichiers qu'il faut pour l'application web. Et après, il teste. Il vous permet de tester. Et du coup, vous lancez votre navigateur. Alors, si vous lancez votre navigateur, vous tapez HTTP localhost. Alors, par défaut, le port utilisé par Angular, c'est 4200. Alors, si vous tapez 4200, vous allez voir, il y a une page qui s'affiche. Alors, cette page-là, c'est tout simplement la page index.html. Alors, dans mon cas, ici, ce n'est pas encore terminé. Mais par contre, donc, une fois qu'on a fait ça, donc on a généré l'application, je démarre le serveur, ça vous permet de voir votre premier message Angular. Alors maintenant, on a besoin d'éditer l'application parce qu'on a besoin d'écrire des choses. Alors pour cela, vous aurez besoin d'utiliser un IDE. Il faut choisir un IDE pour développer vos applications front. Alors il y a des IDE qui sont proposés comme WebStorm. Alors c'est celui qu'on va utiliser. Pour les gens qui travaillent aussi la partie back-end avec PHP, vous pouvez rester sur PHP Storm, n'est-ce pas? Ça veut dire la partie back-end avec PHP et la partie front avec PHP Storm. Parce que PHP Storm contient tous les éléments de WebStorm. Alors, si vous travaillez avec IntelliJ, parce que vous savez que IntelliJ, c'est un IDE toujours du même éditeur pour travailler les applications Java, J2E, c'est-à-dire vous pouvez rester directement sur l'éditeur IntelliJ. Parce que la même chose, IntelliJ offre les outils de WebStorm.
Mais si vous travaillez par exemple comme notre cas Eclipse, avec Eclipse la partie backend, si vous voulez travailler avec Angular 2 sur Eclipse, vous aurez besoin d'installer un plugin. Il y a plein de plugins Angular 2. Mais vous ne trouverez pas mieux que WebStorm pour le moment, hein, ça c'est mon avis. Alors, donc c'est la raison pour laquelle vous pouvez dire que tout ce qui est le développement backend, je vais utiliser une technologie. Tout ce qui est front, je vais utiliser WebStorm par exemple pour les applications web et mobiles. Vous restez sur WebStorm. Donc, je vous recommande de travailler avec WebStorm. Sinon, il y a encore un IDE qui est beaucoup plus intéressant de Microsoft, c'est Visual Studio Code. Alors, pour les gens qui travaillent avec Visual Studio, il y a un IDE qui est très bien fait aussi, qui vous permet de développer la partie front de l'application, enfin, les applications côté front, web et mobile. Et après, sinon, vous ajoutez des plugins Angular pour Eclipse si vous voulez. Alors, si vous ne voulez pas utiliser des IDE complets, donc vous pouvez travailler avec des IDE classiques, comme par exemple Atom, Sublime Text, etc., etc. Alors, un IDE, un éditeur de texte, c'est suffisant. Alors, qu'est-ce qui a été généré? Alors, quand vous générez votre projet, voilà la structure du projet. Alors, le matin, avec AngularJS, il suffit d'avoir un fichier .js, vous le mettez, et après... Alors ici, il faut faire attention, il faut comprendre la logique de l'application. Une fois que vous aurez compris la logique de l'application, tout deviendra simple. Alors, voilà le projet donc qui est généré. Alors, vous allez trouver d'abord, il y a un dossier ici, Node Modules. Alors ça, c'est connu. Donc c'est là, il va placer les dépendances du projet. Alors, toutes les librairies utilisées dans votre application, les librairies JavaScript, CSS, parce que vous allez en utiliser beaucoup. Alors, une fois qu'ils sont installés, ils se trouvent dans le dossier Node Module. Alors, vous avez le dossier source. Alors, ça représente le code source relatif à votre projet. Et dans le dossier source, vous avez un dossier app. Alors, dans ce dossier app, c'est là où on va trouver la logique applicative du projet. Alors, autrement dit, les composants web que vous allez créer, les services, tout ce que nous allons voir par la suite. Alors, tous ces éléments, vous allez les créer dans le dossier app, application. Ça veut dire que l'endroit où vous allez passer beaucoup plus de temps, c'est le dossier app. Alors que le reste, de temps en temps, vous aurez peut-être besoin de faire quelques modifications, mais dans la majorité du temps, vous restez là-dessus pour travailler. C'est bon? Alors ici, donc, c'est les fichiers de configuration du projet. Alors parmi ces fichiers de configuration, vous voyez bien le fichier package.json. Alors ça, c'est pour les dépendances. Dans notre projet, par exemple, Spring, de projet Maven, c'est l'équivalent de pom.xml, parce que les dépendances côté front, ils sont là. Alors en plus, il y a d'autres fichiers de configuration qu'on va découvrir au fur et à mesure. Principalement, Angular CLI.json. Par exemple, si vous voulez inclure Bootstrap, on va voir, pour inclure Bootstrap dans notre application web, au lieu d'aller vers le fichier index.html et on déclare le chemin vers Bootstrap, ça on peut le faire comme d'une manière classique, mais généralement on ne le fait pas. Il suffit de le déclarer quelque part ici, automatiquement le compilateur il va l'ajouter. Donc ça veut dire qu'il y a une manière un peu plus élégante d'ajouter les éléments. Alors tout ça, on y reviendra. Alors maintenant, la partie la plus importante pour le moment, c'est de dire, quand on travaille avec Angular, tout ce que vous manipulez, ce qu'on appelle, c'est des web components, les composants web. Alors ici, par défaut, il y a un composant qui s'affiche. Par défaut, c'est ce que vous voyez là, c'est app component, il y a un composant. Alors généralement, un composant web, un web component, se compose de 3 fichiers principaux, généralement. Alors il y a un fichier .ts, app.component.ts. Alors c'est le TypeScript, c'est-à-dire c'est la logique du composant. C'est là on va mettre c'est-à-dire parce que vous savez que dans un composant il y a la vue, ce que je vois, et quand j'interagis avec la vue, soi-disant il y a le composant TypeScript qui va gérer les événements et c'est lui qui va déclencher les traitements. Autrement dit, donc, ça représente le contrôleur dans le cas l'équivalent du contrôleur dans le cas d'une application Angular. Vous avez app.component.html, c'est la vue.
Parce que chaque composant, il a une vue. Il y a la logique de traitement ou bien la logique métier. Et après, il y a le fichier app.component.css. Alors ça, c'est le code CSS. Chaque composant. Alors en fait, notre projet, donc, il a été généré. Alors si vous voulez notre projet, il faudrait si vous voulez le tester, vous pouvez utiliser directement ngSol. Mais il faut se placer dans le projet. CD. Alors notre projet s'appelle Contact Web et vous utilisez ngSol. Alors c'est une de commande. Alors comme je disais, donc ngSol, qu'est-ce qu'il fait? Il permet donc de faire un build. Alors cette opération de build, on va y revenir après en détail. Il démarre un serveur Node.js qui vous permet donc de tester votre application. Mais ça, c'est juste pour tester. Mais à la fin, vous allez voir qu'il vous génère une page HTML avec des codes JavaScript. Vous prenez votre page HTML, index.html avec le code JavaScript, vous les mettez quelque part dans un serveur web et vous avez votre application. Parce qu'au final, tout ce qu'on va obtenir, c'est des codes de HTML, JavaScript. Alors là, c'est l'opération de build qu'il fait généralement. Comme c'est la première fois que je vais la lancer, il parcourt donc tous ces fichiers du projet. Alors, si vous lisez les messages, donc à un moment donné, la compilation s'est faite. Donc, en principe, il devrait quelque part vous afficher le numéro de port qu'il utilise pour l'application. Alors, en fait, j'ai déjà lancé le... Alors, pour tester, si vous voulez, ce que je disais, donc pour tester, vous utilisez localhost, le port 4200. Alors voilà ce que vous allez obtenir, donc les outils de développement. Alors c'est très important quand vous testez. D'un côté, vous avez les outils de développement parce que si vous n'avez pas donc ces outils de développement, c'est très difficile de retrouver les erreurs. Et après, de l'autre côté, donc vous avez ce que vous voyez là. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va éditer. Nous allons éditer le projet. Alors pour cela, donc ici donc je vais utiliser WebStorm. Alors avec WebStorm, je vais créer un nouveau projet. Alors bien sûr le projet donc il est déjà généré, n'est-ce pas? Donc je vais directement parcourir le chemin dans WS Angular 2. J'ai le projet Contact Web que j'ai créé. OK? Créer. Alors, est-ce que, donc il vous dit que vous voulez créer un projet dans un dossier qui existe déjà? Oui. Est-ce que vous voulez travailler dans la même fenêtre? Vous dites this window, c'est-à-dire donc il va utiliser la même fenêtre. Comme ça, tout dépend, est-ce que vous voulez ouvrir plusieurs projets en même temps ou bien vous voulez ouvrir un seul projet. Alors ici, donc je suppose que pour le moment, il y a un seul projet qui est ouvert. Alors donc le projet, il est là. Donc ça, c'est la structure du projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors juste un aperçu rapide pour vous montrer comment ça marche. Et là, vous allez juste regarder bien, parce que là, c'est un début qui est quand même important. Alors, vous avez, donc comme je disais, donc notre module, donc c'est pour les dépendances. Ne soyez pas étonnés, quand vous ouvrez ça, vous allez trouver beaucoup de dépendances. Ça veut dire que le projet Angular lui-même, il utilise beaucoup de librairies, n'est-ce pas? Alors tout ça, c'est des dépendances. Alors ça ne vous concerne pas. Donc après, on va voir que si on veut ajouter une nouvelle dépendance, par exemple, dans notre cas, on a besoin d'utiliser Bootstrap. N'est-ce pas? Alors Bootstrap, on va l'utiliser. Il ne fait pas partie par défaut des dépendances. Je vais ajouter une dépendance. Comment ajouter une dépendance? Exactement. Alors je vais aller vers la fenêtre terminale. Comme je suis maintenant sur
comme je suis sur WebStorm, donc ce n'est plus la peine de revenir vers la fenêtre, la console classique. Alors vous allez vers Terminal et vous avez directement, donc vous pouvez utiliser les commandes que vous connaissez. Alors quelle est la commande qui nous permet d'installer une nouvelle dépendance? C'est npm install. Alors Bootstrap. Alors quand vous installez Bootstrap, il va l'installer. Mais si vous voulez garder la déclaration de la dépendance dans le fichier package.json, vous utilisez l'option save. Moi, save. Alors ça veut dire qu'il va l'installer, mais en même temps, il va la déclarer. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez recompiler, quand vous allez encore vers une autre machine là où il n'y a pas ces dépendances, il va les télécharger à nouveau. Alors cette opération, si vous voulez donc... alors juste quand vous ne soyez pas étonné, quand vous lancez le projet la première fois, vous attendez que, parce qu'en fait l'éditeur WebStorm, il indexe, il fait l'indexation des fichiers. Après ça va plus rapidement. Ici il évite de faire beaucoup, de travailler alors qu'il est en train d'indexer. Bon, c'est juste que vous voulez travailler tranquillement. Est-ce que c'est lisible les deux? Bien. Alors, je vais installer Bootstrap, si vous voulez. C'est juste pour vous montrer que, en principe, quand vous travaillez la partie front, vous travaillez, de temps en temps, vous aurez besoin d'installer des nouvelles dépendances. Alors, la même chose, il se connecte à Internet, il télécharge Bootstrap, et après, il va bien sûr le placer dans notre module. Après, on va voir comment l'utiliser dans l'application. Alors, bien sûr, donc, c'est juste pour vous montrer comment installer une nouvelle dépendance. Généralement, dans tous les projets qu'on va créer, comment on va travailler avec Bootstrap, donc la première des choses que vous faites, peut-être même avant quoi que ce soit, donc vous installez Bootstrap, si c'est le cas souvent. Voilà. Alors en principe c'est installé. Alors d'ailleurs si vous regardez donc dans notre module, vous listez donc la liste, vous allez trouver quelque part Bootstrap qui vient d'être installé comme framework CSS. Ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà, il est là. Bon, on oublie ce dossier-là, d'ailleurs dorénavant on ne va plus le regarder. Il y a des questions concernant cette partie? Non. Alors regardez maintenant ce qui nous intéresse. Quand on démarre l'application Angular, comme c'est une application Angular, vous avez c'est une application single page application, une seule page, index.html. On va regarder ce qu'il y a dans index.html. Rien. Alors généralement cette page index.html, vous n'allez jamais la toucher. Généralement, vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit. Alors on va voir comment y faire. Mais qu'est-ce que vous voyez donc dans cette page HTML? Déjà, vous ne voyez pas, normalement, on devrait avoir des liens vers Angular, vers les librairies. Alors généralement, vous ne les voyez pas, mais quand on compile, quand on fait un build, dans les fichiers générés, il ajoute ces liens vers les librairies nécessaires. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors ici, donc, vous avez un composant. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est affiché là, tout ça, welcome avec ce logo, avec ce texte, il ne provient d'où? C'est ce qu'on appelle un composant web. Alors ce composant web, pour l'afficher, il est affiché avec la balise approot. Donc ça veut dire que nous avons quelque part, il y a un composant qui a été généré. Et dans ce qu'on appelle le sélecteur, c'est approot. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors en tout cas, donc ça c'est index.html. Alors généralement, le premier fichier qui va être chargé, hein,
Le premier fichier qui va être chargé de votre application s'appelle main.ts. Alors main.ts, c'est le point d'entrée de l'application. Alors regardez ce qu'il contient, main.ts. La même chose, ce fichier-là, généralement, vous n'avez pas besoin de le changer. Et principalement, il contient une seule instruction qui est la plus importante ici. Alors, main.ts, il contient le Citlin, plateforme browser dynamique, Bootstrap module, app module. Alors, qu'est-ce qu'il fait main.ts? Il va démarrer un module, sachant que dans une application Angular, ça peut se faire en plusieurs modules. Alors, il y a un module principal qui est utilisé dans votre application. Alors, dans la majorité des cas, vous pouvez créer toute une application avec un seul module. Alors, ce module s'appelle app module, c'est-à-dire notre application, il démarre avec un module principal qui s'appelle app module. C'est bon? Alors maintenant, on va chercher où se trouve app module. Alors dans l'application qui a été générée, dans notre application qui a été générée, il nous a généré un fichier qui s'appelle app.module.ts. Donc notre module qui va démarrer au début, il est là. app.module.ts, on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Alors, vous voyez donc un module, c'est une classe. D'ailleurs, regardez le nom de la classe. Classe app module. C'est une classe qui est vide, n'est-ce pas? Alors, avec, si vous voulez, TypeScript, pour créer des classes, on utilise la même syntaxe que ce que vous avez l'habitude de faire. Et on ajoute généralement le mot-clé export. Alors, pourquoi? Parce que si on veut importer un élément dans d'autres classes, on utilise export. Donc ça, c'est juste un mot-clé que vous n'avez pas l'habitude de voir dans les autres langages, mais généralement, vous trouverez tout souvent, vous pouvez trouver classe tout court ou tout simplement export class. Ça veut dire que c'est un module qu'on peut importer. Alors, donc, c'est une classe, mais qu'est-ce que vous voyez là? Vous avez quelque chose qui ressemble aux annotations, n'est-ce pas? C'est une classe qui contient... Alors, ces annotations, c'est ce qu'on appelle les décorateurs. Alors, le terme utilisé, un décorateur. Donc, ça veut dire que dans TypeScript, on peut créer des classes avec des décorateurs. Alors, ce que vous apprenez que maintenant, ce que vous allez admettre, c'est qu'un module, c'est quoi? Un module, c'est une classe qui utilise le décorateur ng module. Alors, un module... dans ce module principal, vous avez une clause, en fait, une directive déclaration. Tous les composants que vous allez déclarer, que vous allez utiliser dans votre application, il faut qu'ils soient déclarés dans cette clause. Maintenant, il y a un seul composant qui existe dans notre application. Alors, ce composant s'appelle App Component. Alors, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, si vous voulez importer d'autres modules, généralement, il faut les déclarer dans Imports. Alors pour le moment, vous avez un seul module qui est importé, c'est Browser Module. Alors, mais on va voir que quand on ajoute de nouveaux modules, de nouvelles dépendances si vous voulez, parfois on utilise plutôt, on va voir par exemple pour utiliser donc, le module HTTP pour interagir avec le serveur, c'est un module. Mais pour l'utiliser, il faut qu'il soit déclaré dans Imports. Alors, après, nous allons voir que dans une application Angular, on utilise ce qu'on appelle les services. Et quand il y a des services, généralement, on va créer ce qu'on appelle des factories ou bien des fabriques de services. Et ces fabriques-là, elles doivent être déclarées dans Providers. Alors tout ça, pour le moment, vous pouvez à la rigueur juste l'admettre. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça, Bootstrap. Donc vous voyez donc, qu'est-ce qui se passe? Main.ts. Alors main.ts est chargé. Qu'est-ce qu'il fait main.ts? Il charge le module. Une fois que ce module est chargé, lui-même, le module, il va charger un composant. Alors, quel est le composant qui s'affiche en premier lieu? Vous voyez donc ce que vous voyez là dans Bootstrap. Donc, ça veut dire que ce module, il va chercher un composant qui s'appelle App Component. Il va le charger. Alors, maintenant, pour terminer ce processus, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans App Component. Alors, vous voyez donc App Component, il est là.
il se compose de 3 fichiers principaux. Il y a d'abord appcomponent.html. Alors vous voyez, donc ça c'est le code HTML qui est affiché dans le composant. À la rigueur, ici je peux effacer. Je vais mettre ça et je vais mettre tout simplement un paragraphe, par exemple, un petit bonjour, par exemple. Alors regardez ce qui se passe. Donc dès que vous enregistrez, vous consultez votre navigateur. Alors d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'actualiser. Regardez. Parce qu'en fait, ici, donc, quand vous lancez il y a une connexion WebSocket, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une modification, vous enregistrez, automatiquement votre page est mise à jour. Donc vous n'avez pas besoin d'actualiser, n'est-ce pas? Vous voyez déjà donc notre composant maintenant, qu'est-ce qu'il affiche? Bonjour. Alors maintenant, mais bonjour, on ne va pas afficher que du texte statique, mais on a besoin d'afficher des données dynamiques, n'est-ce pas? Qui sont préparées dans le composant. Alors c'est la raison pour laquelle donc, vous avez ici, donc ça c'est ce qu'on appelle le template ou bien c'est la vue du composant. Mais les données qu'on va afficher ici, on va les retrouver dans appcomponent.ts. Donc vous avez le fichier appcomponent.html, c'est le code HTML, et appcomponent.ts, c'est le code TypeScript. Alors à nouveau, donc vous allez, si vous voulez, vous allez admettre qu'un composant, c'est quoi? C'est une classe appComponent avec quel décorateur? Component. Alors, pour déclarer un composant, on va utiliser component. Alors pour ce composant-là, pour l'afficher dans la page web, on va l'afficher avec une balise. Alors cette balise, comment il s'appelle? Regardez, c'est le selector. Rappelez-vous donc dans le fichier index.html, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que vous avez? C'est upRoot. C'est quoi la balise upRoot? UpRoot, ça veut dire je veux insérer un composant dans selector égale UpRoot. Alors si je regarde, oui, c'est la pause. Alors je continue toujours à vous donner la structure. Donc je reprends. Donc le premier, quand on va démarrer une application Angular, le fichier index.html qui est chargé. Lui-même, il va charger un fichier main. Normalement pour nous .ts, mais après ça devient main.js parce qu'après il sera compilé en JavaScript. Alors dans main.ts, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre un module. Alors le module s'appelle appmodule. Alors le module, il est là, appmodule.ts. Et appmodule, qu'est-ce qu'il fait? Il spécifie avec Bootstrap qu'il est ce qu'on appelle le composant racine. Alors le composant racine, c'est ce qu'on appelle un root component. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une application Angular, tout ce que vous affichez, c'est des composants. Alors si vous voulez comprendre réellement la structure, je vais vous montrer juste une structure, vous allez comprendre. Par exemple, par exemple, si vous voulez créer une application Angular avec Angular 2, avec cette structure-là, n'est-ce pas? Alors chaque élément de votre application, ça peut être un web component. Alors par exemple, ça c'est un composant. Component, ça peut être un component. Mais un composant peut inclure d'autres composants. Ça veut dire que il y a un composant qui contient tout, ça s'appelle root component. Donc avec le Bootstrap, ça représente ce qu'on appelle root component. Est-ce que c'est clair? Donc c'est le composant racine. Lui-même, il peut contenir d'autres composants. Alors la structure, elle est comme ça. Alors maintenant, donc je vous ai montré que une fois que le composant est chargé, c'est-à-dire le root component, il est spécifique comme, si vous voulez, composant racine. Alors après, par la suite, donc il y a le composant. Bien sûr, parce que dans index.html, je disais, qu'est-ce qu'on affiche? On affiche appComponent. Et appComponent, donc vous voyez, donc il contient 3 éléments. Le premier, c'est HTML. Alors tout à l'heure, j'ai écrit tout simplement le texte bonjour, n'est-ce pas? Et après, il y a la classe, le code de TypeScript du composant. C'est app.component.ts. Et après, il y a CSS. Alors vous voyez, donc CSS, c'est pour le moment, il n'y a rien, n'est-ce pas? Alors si on regarde app.component, qu'est-ce qu'il y a? Bon, un composant, c'est une classe que vous créez, export class appComponent, et dans lequel on déclare les données du composant.
Alors, tout ce que vous déclarez là, par exemple, je veux, supposons dans mon composant, je veux afficher le contact. Alors, je vais déclarer un contact, par exemple. Contact égale, c'est un objet qui contient, par exemple, le nom, par exemple, virgule, email, deux points. Quelque chose qui manque? Oui, c'est une chaîne de caractères. Alors pour les chaînes de caractères, vous pouvez utiliser double quote ou bien simple quote. Alors, il faut juste, il y a un cas un peu particulier dans cette situation. Alors quand on déclare en fait, un objet ou bien une variable, généralement vous déclarez la variable de point de type, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas obligé de déclarer le type, alors vous pouvez déclarer de type string, de type... mais en réalité, dans notre cas, on va utiliser un contact, c'est une classe, n'est-ce pas? Alors on peut carrément créer une classe TypeScript dans laquelle on déclare les attributs. Vous n'êtes pas obligé. Alors pour le moment, si vous dites aîné, ça veut dire que c'est n'importe quel type. Et après vous mettez égal. Alors si vous ne mettez pas aîné, donc par défaut c'est aîné qui va être choisi, n'est-ce pas? Alors sauf que ici, donc en principe, quand vous générez un projet Angular, la configuration pour le compilateur TypeScript, il y a un fichier de configuration qui s'appelle voilà, tslint.json. Donc, tslint.json, en principe, vous avez un ensemble de règles, n'est-ce pas? Où il y a, en fait, par défaut, dans cette version Angular 4, quand on a généré le projet, il utilise des règles strictes. C'est-à-dire, par exemple, normalement, pour écrire ça, pour que ce soit correct, il n'accepte pas les double quotes. Il faut utiliser les simples quotes. Alors, normalement, une chaîne de caractères, vous pouvez utiliser soit simple quote, soit double quote. Mais là, a priori, le compilateur n'accepte pas. Même si vous mettez double quote, vous enregistrez, vous allez voir que ça marche. C'est juste la configuration qui oblige, si vous voulez, c'est une manière de dire, voilà, moi je vais respecter, parce que dans TypeScript, il y a, si vous voulez, des normes, je vais respecter, par exemple, ces contraintes. Alors moi, ce que je vous recommande, en principe, si vous voulez que ça marche aussi, il faut toujours, quand vous mettez deux points, il faut mettre espace. Il faut mettre espace ici. Dans égal, il faut mettre espace. Il faut mettre ici espace. 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 Mais tout ça, si vous ne connaissez pas, vous ne trouvez pas que c'est trop exigeant, n'est-ce pas? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser donc les règles classiques. Alors ce que je vais faire, je reviens tout simplement vers le fichier tslint.json. Où les règles, rules que vous voyez là, je vais les supprimer. Je vais supprimer toutes ces règles. Et je vais en garder. Voilà. Enregistrer. C'est-à-dire, je vais utiliser une configuration classique. Alors, si vous voulez, on peut garder, par exemple, il y a deux règles qui sont généralement utilisées par défaut. Alors, je vais vous dire les deux règles. Alors, c'est ce que j'utilise, en tout cas, moi, ce que j'utilise comme deux règles classiques. Alors, j'ai deux règles. La première, c'est no duplicate variable, c'est-à-dire, vous dites au compilateur, quand il y a une variable qui est dupliquée, il va la souligner en rouge. Pas? La deuxième, c'est non unused variable. Par exemple, vous avez déclaré une variable que vous n'avez pas utilisée, il va vous la souligner en rouge. Par exemple, ça c'est deux règles. No duplicate variable, non un set variable. Alors, bon, si juste vous voulez les ajouter, vous les ajoutez. Sinon, vous le gardez comme ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Je crois que... Ah, j'ai fermé l'autre. Alors, je vais utiliser New Window. Comme ça, je vais garder les deux.
Alors ici, donc les règles que je vais ajouter, c'est quoi? C'est no. Ouais, donc vous pouvez les retrouver facilement. Non duplicate variable. Alors je vais utiliser true, virgule, no unset unused variable. Par exemple, je vais utiliser no unused variable, c'est un tableau. C'est un no unused. Bon, alors en principe, ça c'est juste. Alors maintenant, si je reviens vers mon composant, ici vous allez voir que même si je vais annuler les modifications que j'ai ici, alors a priori, donc maintenant, je n'ai pas de problème. Hein, parce que là, être obligé de mettre des espaces, si vous voulez, bon, si vous voulez l'exiger pour votre développement, vous pouvez le faire. Hein. Ça veut dire que le compilateur TypeScript, il est ce qu'il est, mais on peut ajouter des règles, si vous voulez, supplémentaires, pour juste l'éditeur. Est-ce que c'est clair? Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans mon composant? J'ai un objet contact. Alors, supposons ces informations sur contact, je voudrais les afficher dans App Component. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un div. Là, je vais utiliser un p. Par exemple, ici, le nom, 2 points. Alors, pour afficher le nom du contact, à nouveau, on va utiliser ce qu'on appelle string interpolation. Comme on a fait le matin, string interpolation, qu'est-ce que je vais afficher? C'est contact, point, non. Je vais afficher par exemple email, je vais utiliser contact.email. Alors vous voyez donc mon composant, il se compose de quoi? Il y a une classe dans laquelle j'ai, en fait le classe c'est le modèle, dans lequel je peux stocker les données, n'est-ce pas? Et il se compose d'une vue, c'est du HTML dans laquelle j'affiche les données. Mais après, à un moment donné, quand je clique sur un bouton, n'est-ce pas? Quand il y a des événements, à nouveau, on va faire appel à des fonctions qui sont déclarées dans le composant. Donc c'est comme ça que ça va marcher. Alors après, donc si vous voulez ajouter donc si vous enregistrez et vous regardez votre application, alors vous allez voir que automatiquement il va la mettre à jour. Et vous voyez ici, donc vous avez le nom et email. Donc ça c'est le composant. Alors maintenant, généralement, ce n'est pas une bonne pratique d'afficher tout dans le web, le root component. Donc généralement, root component c'est juste un conteneur, n'est-ce pas? Alors maintenant, on ne va rien faire dans root component. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors dans root component, si vous voulez, je vais insérer d'autres composants. Alors ça veut dire que je ne vais pas toucher le app component, mais tout ce que je vais faire moi, je vais l'utiliser dans d'autres composants. Alors que maintenant, comment créer un composant? Alors si vous voulez créer un composant, vous créez un nouveau, vous pouvez créer directement, vous pouvez créer fichier par fichier, n'est-ce pas? Vous allez créer un fichier .ts, un fichier .html et un fichier CSS. Alors généralement c'est un peu lourd. Alors c'est le rôle de ng. Alors si vous voulez le créer, vous utilisez directement ng generate component et après vous donnez le nom du composant. Alors le nom du composant, on va l'appeler ici, donc ici, par exemple dans notre cas on va afficher un composant qui s'appelle contact. Contact comme ça, c'est un composant. Alors si vous voulez, donc il va générer le composant, mais si vous voulez utiliser l'abréviation, vous pouvez utiliser juste GC. Bon, dorénavant on va utiliser NGGC, ça veut dire quoi? G, c'est generate, C c'est component. Quand on va générer un service, on va utiliser NGGS. C'est juste des abréviations. Ben, je vais créer, regardez bien. Maintenant, Angular CLI, il va me faciliter le développement. Parce que quand je lui dis ng generate component, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer un dossier qui s'appelle contacts, à l'intérieur duquel il va me générer les fichiers de composants. Alors, vous voyez donc qu'est-ce qu'il génère ici. Donc, je vois dans mon dossier app,
j'ai un dossier contact qui a été généré. Ici, je vois mon composant, je vois les éléments de mon composant. Alors pour le moment, la partie HTML, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste contact works, comme ça. Et le code TS, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une classe pour le moment qui ne contient rien, contact component. Il y a un constructeur. Alors c'est comme ça qu'on ajoute le constructeur pour le composant. Et après, généralement, si le composant implémente une interface qui s'appelle onInit, vous serez obligé de redéfinir une méthode qui s'appelle ngOnInit. Alors cette méthode-là, c'est l'initialisation. Une fois le composant est instancié, tout ce que vous mettez dans ngInit, si vous voulez, c'est le traitement qui se fait à l'initialisation. Parfois, vous en aurez besoin. Regardez, mon composant, selector. Quel selector qu'il va utiliser? App, contact. C'est-à-dire, si je veux l'insérer quelque part dans la page, je dois utiliser une balise qui s'appelle app, contact. Je peux la changer. Je peux l'appeler par exemple appc, par exemple. Appc, pour moi, c'est la balise que je vais utiliser pour insérer un contact. Alors, la page HTML utilisée, c'est quoi? C'est contact.html et CSS, c'est contact.css. Donc, ça, c'est le décorateur component qui est utilisé. Alors, maintenant, il y a une autre chose qui est très importante. Pour utiliser un composant, un web component, il faut qu'il soit déclaré dans le module. Parce que s'il n'est pas déclaré dans le module principal, on ne peut pas l'utiliser. Alors, heureusement, avec ng, vous n'avez pas besoin de faire cette opération parce qu'automatiquement, avec ng, il le déclare dans le module. On va vérifier. On va vers le fichier app.module et vous allez trouver, regardez, les déclarations. On avait au début app component, mais maintenant nous avons contact component. Alors, généralement, on utilise le nom de la classe et non pas le nom du fichier. Alors, si vous regardez, donc, le fichier s'appelle contact.component.ts, mais la classe s'appelle contact component. Alors maintenant, ici dans mon composant, c'est ici que je vais mettre par exemple les informations sur le contact. Name égale email, deux points. Alors maintenant, je veux afficher donc ces informations dans le composant. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Bon, la même chose, donc je vais utiliser donc le nom. Et là, je vais utiliser le data binding. Alors parmi les éléments qu'on utilise pour faire la liaison vers les données, on utilise string interpolation. Et dans ce cas-là, on va utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur, regardez, donc l'éditeur, il vous retrouve les objets qui sont déclarés dans le composant. Alors ici, donc, je sais que j'ai dans mon composant un contact, point, qu'est-ce qui m'intéresse dans le contact? J'ai name. Enfin, pas tous les éditeurs vont vous donner ça. Par exemple, si vous travaillez avec Visual Code, vous utilisez un autre éditeur, ce n'est pas le cas. C'est juste parce que, si vous voulez, WebStorm, il indexe bien un peu les éléments, ce qui vous permet de faciliter plus le travail. Alors, je fais la même chose ici. Le nom, email. Enregistrer. Alors maintenant, ici, je viens d'avoir un composant. Mais mon application index.html, elle est là. Qu'est-ce qu'il affiche comme composant? App root. Alors maintenant, dans app root, je vais insérer. Alors, si vous voulez, la logique, c'est que pour le app root, c'est la page principale, le composant principal, dans lequel je vais mettre la barre de menu, n'est-ce pas? Et après, par la suite, je vais mettre une partie dans laquelle je vais insérer d'autres composants. Alors, si vous voulez, on aura besoin à nouveau d'utiliser un gestionnaire de route par la suite pour faire cette opération. Mais si vous voulez, on veut juste insérer cet élément-là dans le app component. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons appcomponent.html. Au lieu de faire tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser quelle balise? Voilà, je vais utiliser app. Alors, vous voyez donc mon composant appc, il est là. C'est un composant web. Alors, vous utilisez sa balise, automatiquement, le composant est inséré, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, en plus du composant, j'ai besoin d'utiliser donc une barre de menu, par exemple.
dans laquelle je vais créer par exemple des boutons, je vais créer un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Alors par exemple, j'ai besoin de mettre une petite barre de menu dans laquelle je vais utiliser des boutons. Alors le bouton par exemple contact. Et un bouton. Je vais ajouter un autre composant que je vais appeler par exemple, allez, nouveau contact. Donc ça veut dire que j'ai besoin de créer un composant pour chercher les contacts, n'est-ce pas? Et un autre composant si je veux saisir et ajouter un contact. Et après, je peux en créer encore d'autres. Alors si vous le laissez comme ça, on aura quelque chose relativement de maigre pour le moment. Si on regarde, qu'est-ce qu'on va voir? Vous voyez donc root component, il y a deux boutons, contact et nouveau contact. Et après, qu'est-ce que j'affiche ici? J'affiche déjà le premier composant, n'est-ce pas? Alors ici, donc, je ne vais pas garder donc, les choses comme ça, donc je vais utiliser Bootstrap. Alors maintenant, comment utiliser Bootstrap? Tout à l'heure, on l'a installé. Alors pour utiliser Bootstrap, vous pouvez directement aller vers index.html. Vous pouvez aller vers index.html et vous cherchez, vous voyez, donc link et vous déclarez le chemin vers Bootstrap. Ça, vous pouvez le faire, mais généralement, ce n'est pas une bonne façon. Alors, la meilleure façon, c'est d'aller vers le fichier Angular CLI JSON et dans lequel vous cherchez un élément qui s'appelle styles. Et vous allez remarquer déjà par défaut, il y a un fichier qui s'appelle style.css qui est inclus par défaut. Où se trouve ce fichier style.css? Il est là. Alors tout ce que vous déclarez dans ce fichier style.css, il concerne tous les composants. Vous voyez donc vous avez style.css, ça concerne tous les composants. Parce que quand vous avez les mêmes styles que vous utilisez dans différents composants, ça ne sert à rien de les redéclarer chacun dans son propre fichier CSS de chaque composant. On est bien d'accord? Ici, donc, je vais ajouter un autre fichier qui est plutôt le lien vers Bootstrap. Alors maintenant, pour Bootstrap, il faut savoir où est-ce qu'il est. Donc, on va utiliser je crois, slash node underscore module slash bootstrap. Il est là, B. Alors, bootstrap slash, regardez si je ne me suis pas bien, bootstrap slash dist slash css slash bootstrap 1000. Bootstrap.css. Alors ici donc css slash bootstrap.css. Alors en principe ici si vous l'ajoutez ce fichier là, quand vous compilez, hein, à chaque fois que vous compilez, il va l'intégrer automatiquement dans le fichier généré index.html. Alors si vous voulez ici, pour qu'il le prenne en considération, on va juste arrêter notre serveur parce qu'on l'avait démarré sur ligne de commande ici, CTRL-C. Alors généralement, quand vous modifiez ce fichier-là, il vaudrait mieux redémarrer le serveur. Alors ng serve. Donc je redémarre le serveur et je vais regarder un peu si je peux maintenant utiliser Bootstrap.
Alors, si vous voulez, donc, dans un premier temps, je vais juste vous montrer comment la page s'affiche. Je vais créer deux composants avec des boutons. Je clique sur le premier bouton du menu, donc j'affiche le premier composant. Et après, le deuxième menu, j'affiche le deuxième composant. Et après, on commence à créer notre application. On a même oublié ce qu'on voulait créer, n'est-ce pas? C'est normal parce que c'est la première fois que vous découvrez le Angular. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est quoi? On veut créer une application qui permet de chercher des contacts. La partie backend, on l'a déjà créée, n'est-ce pas? Donc, on va interagir avec la partie backend pour donc, voir les fonctionnalités qui restent. Voilà. Bon, ça c'est affiché. Alors, on va vérifier donc si on arrive à avoir... alors, dans notre composant, app.component.html, alors si vous voulez ici, donc je vais utiliser juste les classes Bootstrap. Alors, classe btn, alors je vais utiliser primary. Bon, a priori, c'est bon. Donc, nous avons bien ce qu'il faut. Et après, on peut maintenant commencer à travailler nos éléments. Alors ici, on va utiliser classe container. Sinon, on va créer une barre de menu telle que nous l'avons créée le matin. L'essentiel, c'est quelque chose de base, n'est-ce pas? Alors maintenant, en réalité, dans mon composant principal, notre component, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai que deux boutons. Alors, si je veux, par exemple, ajouter un style CSS pour faire, par exemple, un spacer, où est-ce que je vais l'ajouter? Avec le style CSS. Vous avez le choix. Soit de le faire dans appcomponent.css, c'est-à-dire ici, appcomponent.css, n'est-ce pas? Parce que ça concerne ça. Alors dans ce cas-là, tout ce que vous déclarez là, il ne peut être utilisé que dans appcomponent.html. Ou bien c'est un style que vous allez réutiliser dans tous les composants. Je vais le déclarer directement dans style.css. Alors je crois que vous commencez à comprendre le principe. Par exemple, ici je vais utiliser une classe que je vais appeler spacer, dans laquelle je vais utiliser margin top, par exemple 30 pixels. Alors je reviens vers appcomponent.html, celui-là. Et ici donc je vais utiliser la classe spacer. Bon, à vrai dire, jusque-là, je n'ai pas fait grand-chose dans mon application. Mais j'ai déjà compris en quelque sorte les rouages. Parce que ça, c'est important. Donc, je sais déjà que tout ce qui vient d'être affiché pour le moment, c'est un composant qui s'appelle... c'est root component qui s'appelle app component. Alors, il contient ça. Alors, maintenant, ici, donc, je vais mettre... si vous voulez, je vais mettre une zone dans laquelle je vais afficher les autres composants. Parce que là, je vais utiliser un gestionnaire de route que je vais vous montrer. Alors, on utilise une balise qui s'appelle, un élément qui s'appelle outlet. Voilà, out. J'ai même oublié. C'est app router outlet. Oui, tout à fait. Alors, je vais regarder.
Alors, je ne vais pas avoir ces éléments-là. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais utiliser un gestionnaire de route. Et un gestionnaire de route, c'est un module, n'est-ce pas? C'est un module qui n'est pas encore inclus. Donc, je ne peux pas accéder à mes éléments qui concernent le gestionnaire de route. Alors, comment utiliser ça? Bon, je vous montre comment créer les routes. Alors, routage et navigation. Alors, bien sûr, de toute façon, si vous créez une application web, c'est inévitable, vous aurez besoin d'utiliser donc le système de routage et de navigation. Alors, c'est quoi les conditions? Alors, d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut importer. Il faut importer donc router module, donc on va l'utiliser dans notre fichier app.module.ts. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, donc ça veut dire router module, il faut l'importer dans notre module. Il faut qu'il soit, parce que c'est un module qu'on va utiliser. Deuxièmement, c'est qu'on aura besoin de déclarer les routes qu'on va utiliser. Alors si vous voulez les routes, c'est tout simplement c'est un tableau d'objets et chaque objet représente une route. Alors comment déclarer ça? On va utiliser une constante que je vais appeler appRoutes. Ça c'est les différentes routes. Donc ça, il est de type routes. Alors bien sûr, ça, il fait partie de... Ça, c'est comme ça qu'on importe les éléments. Il fait partie de ce package, si vous voulez, ce module. Et après chaque route, on va utiliser path. Donc le path, c'est le path de la route, n'est-ce pas? C'est le nom de la route, si vous voulez, c'est son path. Et après, vous avez quel est le composant associé. Alors, about component. Ou add contact, c'est contact component. Donc je peux créer plusieurs routes. Donc pour moi, quand je clique par exemple sur le bouton, je vais lui dire, je vais tout simplement afficher la route about. Alors automatiquement, il va chercher le composant et il l'affiche dans le bon endroit. Et après, par défaut, quelle est la route par défaut? C'est-à-dire quelle est la route qui va s'afficher par défaut? Vous mettez path, une chaîne vide, et dans laquelle vous utilisez redirect to / about. Ça veut dire que ici, quel est le composant qui va s'afficher par défaut? C'est about component, n'est-ce pas? Alors ça c'est dans notre cas. Et après donc path match c'est full, ça signifie qu'il faut écrire donc le nom complet si vous voulez du path. Alors autre chose à modifier, ça import. Il faut importer le module. Pour l'importer, il faut utiliser router module.forRoute. Router module for route. Et après, qu'est-ce que vous lui donnez comme paramètre? Vous lui donnez vos routes. Vous dites, je vais charger, mais voilà mes routes. Et après, le problème est presque réglé. Alors, si vous voulez, donc, on va essayer donc de faire ces opérations. Donc, je vais déclarer donc la liste des routes et je vais déclarer donc cet élément dans quel fichier? Alors, le fichier s'appelle app.module. Donc le app.module.ts. Alors si vous voulez, dans ce module, voilà, ici, donc ça c'est le module. Bon, on va déclarer une constante. Alors je vais l'appeler par exemple appRoutes, c'est mes routes. Alors de type, on va utiliser la classe routes. Alors il faut, vous voyez donc l'importation de la même manière, contrôle espace, vous avez routes. Alors vous voyez automatiquement il est importé. Alors mais bien sûr tout ça c'est parce que c'est WebStorm. Alors si c'est pas WebStorm, c'est à vous d'écrire import, etc. Donc ça c'est égal. Alors c'est un tableau. Alors dans ce tableau il y a un ensemble d'objets. Alors chaque objet contient l'élément path. Alors si vous voulez le premier path, on va l'appeler. Allez, on va créer un composant qui s'appelle about aussi. D'accord? Alors le composant about, virgule,
Alors, euh, alors, comment créer un composant? Alors, si vous voulez, donc je vais faire un CTRL X pour le moment, parce que j'ai quand même besoin de créer les composants. Alors, j'ai déjà une fenêtre dans laquelle j'ai démarré le serveur, n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas arrêter le serveur. Qu'est-ce que je vais faire? Avec plus, vous ajoutez une session de la console. Et après, je vais utiliser encore ng c generate gc about. Alors, il va me créer un composant qui s'appelle about component. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais déclarer mes routes constantes upRoutes de type routes. Alors c'est un tableau. Alors chaque élément du tableau c'est un objet. Il y a path, deux points, c'est un bot, et le composant, component, alors c'est la classe. Alors ici vous respectez la norme. Donc quand on écrit le composant, vous mettez tout minuscule. Alors forcément lui, donc la classe, regardez comment il l'a appelé. About avec un majuscule, component. N'est-ce pas? Donc il respecte en quelque sorte la typologie classique. Virgule. Alors j'ai également un autre path que je vais appeler quoi? Contacts. Virgule. Alors quel est le composant qui va être associé à cette route? C'est exact, contacts component. Voilà. Et qu'est-ce qui reste? Projet de route par défaut. Alors on va utiliser path, deux points, une chaîne vide, c'est-à-dire si on spécifie aucune route. Alors on va utiliser redirect to, deux points, directement slash inbox. Et après match full, matcher si vous voulez, vous mettez full. Alors ici c'est quoi ça? Vous avez, on a raté quelque chose. Alors si vous vous rappelez dans le compilateur, alors il n'y a rien de raté. Pas de match. Voilà. Comme quoi, il faut toujours vérifier. Alors ici, c'est pas match, c'est pas de match. Voilà. Alors je crée ça et après, les importations. Alors maintenant, je dois importer donc le gestionnaire de route. Alors pour l'importer, donc vous utilisez ces routermodule.for route. Alors c'est routermodule.for route et qu'est-ce que je vais lui donner? C'est app route. Alors vous voyez donc vous venez de modifier le fichier, le module principal appmodule.ts. Alors maintenant, on peut utiliser donc ce gestionnaire de route. Alors si je reviens app component, vous vous rappelez tout à l'heure, je voulais afficher la fameuse outlet, n'est-ce pas? Router outlet, donc je ne l'avais pas trouvé, c'est normal parce que le module n'est pas encore déclaré, n'est pas importé, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais utiliser router outlet. Donc ça, router outlet, c'est quoi? Si vous voulez, c'est le div, à nouveau, c'est le fragment. C'est là où les composants vont être insérés. Alors je vais la laisser comme ça. Et du coup, donc, pour le cas de mon bouton, alors ici, donc, je peux utiliser donc, des liens. Ou, si vous voulez, donc, pour le cas des boutons, qu'est-ce qu'on va faire?
Alors, vous voyez donc, c'est très simple. Dans un bouton, vous utilisez router link et vous spécifiez la route. Alors, quand je clique sur ce bouton, j'affiche la route about et l'autre, c'est contact. Alors, quel est l'attribut? Donc, je vais utiliser router link égale slash about. Et si je vais utiliser router link, c'est slash contact. Alors, vous voyez déjà, il y a un composant qui s'affiche par défaut, il est là. C'est about. Alors, si je clique sur contact, vous avez contact. Alors, ici déjà, donc, j'ai les deux composants qui sont là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je veux dans les contacts faire, j'essaierai d'interagir avec l'API REST pour récupérer donc la liste des contacts. Alors si vous voulez, on va juste arranger un peu l'affichage. Quand même, on va faire quelque chose. Alors sur About, alors c'est pas ici. Alors vous avez le composant About, app.html, app.component. Alors dans app.component, si vous voulez, donc dans About, je vais juste utiliser quelques informations, info, égale, un objet. Vous mettez par exemple name, virgule, email, etc. Alors sur ce composant about.html, on va faire un div. Alors si vous voulez, on va quand même utiliser un panel. Alors panel primary. Donc panel hidden à propos. Et après panel body. Alors ici donc on va afficher juste des informations, le nom, strong. Alors ici on va afficher encore c'est l'objet, comment il s'appelle? Info.name. C'est info.email. Bon, ça nous donne quelque chose comme ça. Après, on va utiliser un div div class container. Bon, juste un P pour l'espace, sinon on va utiliser encore spacer. La classe spacer. Alors, alors ça c'est à propos. Alors regardez dans la route, vous avez ici par défaut. Alors, par défaut, ça va être quoi? Par défaut, automatiquement, il va vers, regardez, about. Alors il nous affiche donc la page about. Alors maintenant, si je clique sur contact, j'ai encore la page contact. Alors maintenant, dans contact, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'afficher la liste des contacts que nous avons dans l'API REST. Et du coup, donc, on va voir comment interagir avec le serveur. Alors, contact.html. Je vais supprimer tout ça. À nouveau, donc, je vais créer un div
class container, spacer. Je vais créer un div dans lequel je vais mettre un panel, panel primary, un div qui représente l'entête du panneau, panel heading. Alors ça c'est liste des contacts. Classe panel body. Alors ici donc on va essayer donc d'afficher la liste des éléments. Alors pour le faire, regardez là. Alors pour le faire, nous allons directement vers, on va préparer les données. Où est-ce qu'on va préparer les données? C'est dans contact.component. Alors à vrai dire, nous, on n'a plus besoin de ça. CTRL Z. Alors ça, je n'ai plus besoin, mais je vais déclarer ing en init. Alors regardez. Alors si vous voulez, si vous supprimez implements ing en init, vous pouvez supprimer ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. D'accord? Alors si votre composant implémente l'interface en init, vous aurez besoin de déclarer le composant ing en init. Alors si vous affichez un message ici par exemple console.log initialization, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand est-ce qu'il y a en init, une fois que le composant est chargé, tout ce qui est en init s'exécute. Par exemple, nous, on voudrait dans ing en init, on voudrait envoyer une requête vers le serveur, récupérer les contacts et les stocker dans les données. Est-ce que c'est bon? Alors, on va voir. Regardez. Déjà, le message, il est là. On n'a pas besoin de... Alors, sauf que ici, regardez. À chaque fois que le composant est chargé, initialisation s'exécute. N'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Oui, clair. Oui. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, donc, nous aurons besoin d'utiliser le service HTTP pour interagir avec le serveur. Alors, on aura besoin de faire l'injection des dépendances. Alors, si vous vous rappelez dans AngularJS, pour injecter HTTP, il suffit de déclarer un objet $HTTP. Alors ici, pour le déclarer, il faut utiliser dans le constructeur, vous utilisez public ou bien private si vous voulez, ou bien public, pour faire l'injection des dépendances, les paramètres du constructeur. Je veux injecter quelque chose. Je veux injecter un service ou bien un attribut. Alors, private, l'objet, je vais l'appeler HTTP. Il est de quel type? HTTP, la classe HTTP. Alors, bien sûr, la classe HTTP, il faut l'importer. C'est celle-là. Vous voyez donc, il est importé. Service HTTP. Alors, maintenant, si vous déclarez donc un objet de type HTTP, automatiquement, il va l'injecter. Et du coup, dans toutes les méthodes de votre composant, vous utilisez directement 10.http. Et après, si vous voulez envoyer la requête get, on va utiliser .get, .post, n'est-ce pas? Alors, vous voyez donc comment on fait l'injection des dépendances, mais il faut comprendre l'équivalence, parce que ça n'existe pas dans les langages, par exemple Java. Si vous voulez faire ça dans Java, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez ça, vous déclarez un objet HTTP de type HTTP. Et ici, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 10.http égale HTTP. Ça, vous le comprenez, n'est-ce pas? C'est la même chose. Pour ne pas déclarer un attribut, et après l'initialiser au niveau du constructeur, dans TypeScript, il y a une, si vous voulez, simplification. Alors, c'est quoi l'idée principale? Il suffit d'ajouter ici soit public ici ou bien private, par exemple ici public, et vous supprimez le reste.
C'est clair? C'est la même chose. Alors ici, donc, ici, je veux envoyer une requête HTTP vers quoi? Get. Alors je vais l'envoyer vers... alors je sais que mon API REST, elle est là. Par exemple, si je veux avoir la liste des contacts, je vais utiliser contacts comme ça. C'est bon? Moi, je veux chercher les contacts, si vous voulez, je veux juste afficher une page de contacts. Je vais faire appel à quoi? À chercher contact. Encore, je vais spécifier le mot-clé. Parce que je vais faire quelque chose de complet. Égal, par exemple, A. And. Alors, je vais afficher, par exemple, la page 0. Combien d'enregistrements? Je vais afficher 5. Alors ça, on suppose que notre API REST marche déjà. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette adresse. Pour le moment, je vais faire ça. Et je vais envoyer une requête vers donc http.get. Tout ça. Alors là, il y a quelque chose qui va changer. C'est que, alors quand, c'est pas .den, c'est différent. Alors ici, on va utiliser exactement .subscribe. Alors ici, donc, on va utiliser, vous connaissez un pattern qui s'appelle observer, on l'a déjà étudié. Alors généralement, ça c'est très important. Quand j'envoie une requête vers le serveur, tout ce que je fais, le composant, il envoie la requête, mais il va souscrire, il va s'inscrire, il va souscrire vers l'observable, de façon à ce qu'une fois que les données arrivent, il va les traiter. Alors comment on fait ce genre de situation? Alors d'abord, on envoie une requête HTTP. La réponse HTTP, c'est du texte. Le contenu de la réponse HTTP, il faut le mapper. Le mapper, ça veut dire quoi? Est-ce que vous voulez le convertir en format JSON? Est-ce que vous voulez traiter, découper le résultat? Il y a ce qu'on appelle des opérateurs qu'on va utiliser et qui permettent donc de traiter la réponse HTTP. C'est très important, pourquoi? Parce qu'une réponse HTTP, c'est un stream d'informations. Au fur et à mesure que les données arrivent, moi, je peux utiliser un opérateur qui permet de traiter ces informations. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser un opérateur qui s'appelle map. Alors, vous devrez regarder dans la programmation reactive programming. Alors, dans reactive programming, c'est un concept dans lequel vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont utilisés, parmi lesquels il y a l'opérateur map. Alors, dans l'opérateur map, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il reçoit une expression lambda. Vous savez, une expression lambda, donc, comme vous l'utilisez dans Java, vous pouvez l'utiliser dans C#, vous pouvez l'utiliser dans TypeScript. Alors, comment? Donc, j'ai le résultat qui est data, ou bien response si vous voulez. Alors, vous mettez une flèche. C'est comme si vous déclarez une fonction, ailleurs, qui reçoit resp. Avec resp, c'est quoi en fait? C'est la réponse HTTP. Et après ici, vous avez une fonction, vous pouvez ouvrir les accolades comme ça. C'est le traitement que vous voulez faire à cette réponse HTTP. Normalement ici, on a besoin de la convertir en format JSON. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et comme généralement il y a une seule instruction, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je vais enlever les parenthèses. Quand il y a un seul paramètre dans la fonction, vous utilisez directement, ce n'est pas la peine de mettre les parenthèses. Et vous mettez ici directement, c'est quoi le résultat? C'est response.json. Resp.json. C'est pas tout JSON, JSON. C'est bon? Mais vous allez remarquer que l'opérateur map, pour le moment, il ne le reconnaît pas. Il faut l'importer. Alors malheureusement, si vous faites CTRL espace, il ne va pas le trouver. Alors en fait, l'opérateur map, il faut le faire explicitement, vous l'importez comme ça, import. Alors import directement. Alors il y a une librairie qui est très connue dans JavaScript avec laquelle on fait ce qu'on appelle reactive programming, ça s'appelle RxJS. /add opérateur. Et après, vous avez des opérateurs parmi lesquels il y a l'opérateur map. Alors ça, à chaque fois que vous voulez utiliser un opérateur qui permet d'effectuer le traitement, si vous regardez dans Reactive Programming, c'est quand même à un moment donné, on aura dans un séminaire à parler de tout ça. C'est un style de programmation qui est très très intéressant.
il y a un tas d'opérateurs. Parmi les opérateurs, vous allez admettre que l'opérateur map, il ne fait que convertir le contenu vers un autre format. Alors, dans notre cas ici, on va mapper quoi? Response, le contenu de la réponse, on va le mapper en JSON. Alors, l'opérateur, généralement, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne un objet de type observable. C'est un sujet observable. Donc, ça veut dire, comme c'est un observable, il faut utiliser une méthode .subscribe. Alors, la même chose, subscribe, ça veut dire quoi? En réalité, moi, j'envoie la requête HTTP. Ça peut prendre le temps, n'est-ce pas? Votre composant, il ne doit pas être bloqué en attendant la réponse. Tout ça, c'est des opérations. Donc, j'envoie la requête HTTP. Une fois que la réponse arrive, l'opérateur map, il va le prendre, il va le convertir en JSON, il crée un objet observable. Et mon composant, qu'est-ce qu'il fait? Il va souscrire, si vous voulez s'enregistrer, c'est l'observable. Il attend lui-même le résultat. Qu'est-ce qu'il va recevoir en principe? Il reçoit, à partir de l'objet map, qu'est-ce qu'il reçoit? Des données en format JSON. Alors pour moi, c'est data. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors mon data, alors en fait, subscribe, vous avez deux fonctions. Il y a data, c'est-à-dire si vous avez des données, on va stocker les résultats où? J'ai besoin de déclarer ici, donc, si vous voulez, page contact. Si vous voulez, vous pouvez le déclarer de type ini. Pour le moment, je ne l'initialise pas, n'est-ce pas? Et après, je vais utiliser ici 10. Page contact égale à quoi? Égale data. Alors, ce n'est pas très différent de ce que vous avez fait dans AngularJS. Parce que dans AngularJS, qu'est-ce que je fais? J'envoie la requête et après, j'utilise .then, n'est-ce pas? Alors ici, donc, subscribe, la première fonction, c'est then. C'est-à-dire, si ça marche, j'ai résultat. Sinon, vous ajoutez ici virgule, error, c'est-à-dire la fonction subscribe, elle reçoit deux callbacks, si vous voulez. La première, c'est la donnée, c'est la réponse HTTP, et l'autre, c'est il y a erreur. Alors, quand c'est status code, c'est 200, vous êtes là. Quand c'est autre que 200, vous êtes là. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste afficher console.log error, par exemple. Alors, sauf que si vous tentez de faire fonctionner ça, vous allez voir que ça ne va pas marcher, d'abord. Alors, on va regarder quand même, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu les messages d'erreur. Alors, comme je disais, donc, depuis tout à l'heure, pratiquement tout a marché, il n'y a pas d'erreur. Mais cette fois-ci, si vous regardez, vous aurez quand même... Alors, si vous allez vers Nouveau contact, vous voyez, il y a des erreurs. Alors, c'est quoi ces erreurs-là? Si vous lisez, vous allez trouver, regardez, il vous dit que provider for HTTP. Vous utilisez un service HTTP, mais avec le service, il ne peut pas l'injecter. Pourquoi? Parce que pour l'injecter, il faudrait déclarer une fabrique, c'est-à-dire un provider, un fournisseur du service HTTP. Alors pour cela, si vous voulez utiliser donc le service HTTP, il faut l'importer dans le module. Donc vous voyez, on a fait tout, mais on n'a pas importé le HTTP module, on ne l'a pas importé dans le module principal. Alors ça veut dire qu'on devrait regarder le fichier. Quel est le module? C'est app.module.ts. Et dans imports, vous voyez donc browser module, router module, on va ajouter encore HTTP module. Alors si vous l'oubliez, ça vous donne une exception comme ça. Alors maintenant, du moment que vous l'avez déclaré, il peut injecter. HTTP module, c'est le service, c'est la fabrique qui va se charger d'instancier le service HTTP, tous les services HTTP pour les injecter dans votre application. Après, si vous voulez injecter le service HTTP dans l'application, maintenant, on va le faire directement comme ça. Alors, dans ce service contact.ts, il suffit de déclarer donc HTTP de type HTTP. Alors, si on regarde, regardez. Alors, est-ce que ça marche? On verra. Alors, ici, contact, la liste des contacts. Alors maintenant, il y a quelque chose de très important.
a priori, tout marche bien. C'est-à-dire que côté application, ça marche. Mais il y a quelque chose que vous devrez savoir, c'est que nous avons une réponse. Regardez, une réponse HTTP dans laquelle vous avez Access Control Allow Origin. Alors, c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Alors, vous savez, pour des raisons de sécurité, il y a carrément un cours qu'on va faire dans la sécurité des applications web. Et parmi les failles de sécurité, il y a une faille qui s'appelle cross-site scripting et qui a fait que les navigateurs, les browsers, normalement un browser, c'est interdit. C'est interdit d'aller récupérer une page, par exemple HTML, à partir d'un serveur. Et à partir de cette page, vous envoyez une requête vers un autre serveur. Alors ça, c'est très risqué. Les navigateurs, ils refusent ça. Parmi c'est-à-dire les critères de sécurité des browsers, n'est-ce pas? Et du coup, si vous voulez maintenant, parce que qu'est-ce que nous avons? Regardez notre page, index.html, on l'a récupérée à partir du serveur local, n'est-ce pas? Mais quand je clique ici, j'envoie une requête vers un autre serveur distant. Alors ce serveur distant, c'est bien ça, c'est toujours localhost, mais c'est un autre domaine. Alors généralement, c'est pas permis. Alors si vous voulez autoriser cette opération, il faut l'autoriser dans l'API REST. Ça veut dire que dans votre service RESTful, il faut indiquer que vous autorisez que n'importe quelle application d'un autre domaine puisse accéder à cette application. Alors comment on va le faire? Cette fois-ci, c'est quelque chose que vous devrez régler au niveau du service REST Controller. Alors dans REST Controller, il y a une annotation que vous allez utiliser. Ça, avec Spring, c'est très simple. Mais l'idée principale, si vous travaillez avec PHP, il suffit d'ajouter une en-tête dans la réponse HTTP. Alors en fait, l'en-tête, c'est celle que vous voyez là. Access Control Allow Origin. Et la valeur, vous mettez étoile. Ça veut dire quoi étoile? Ça veut dire que tous les domaines, j'autorise tous les domaines à accéder à ça. Alors ça, c'est quand vous développez les applications avec Angular ou bien les applications parfois mobiles, souvent, où vous faites des applications de ce type, vous aurez à gérer ça. Alors en tout cas, chaque langage a son propre moyen pour surmonter cette... il faut se rappeler de ça. Alors ça, c'est quelque chose d'assez classique. Alors vous posez juste la question, vous allez trouver donc la réponse, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors en tout cas, pour le cas de Spring, c'est très simple, vous utilisez une annotation sur le web service qui s'appelle cross origin. Alors cross origin, vous mettez si vous voulez étoile. Alors si vous mettez étoile, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'autorise. Voilà. Maintenant, avec ça, chaque réponse HTTP, il inclut dans chaque réponse HTTP qui est envoyée par Spring, c'est-à-dire par le conteneur, il inclut une en-tête qui s'appelle Access Control Allow Origin. Et du coup, donc, l'application, le navigateur, quand il reçoit ça, il vous affiche le contenu. S'il ne reçoit pas cette en-tête, il vous dit vous n'avez pas le droit. Vous voyez donc le navigateur, il a envoyé la requête. Il reçoit la réponse, mais il vous dit que vous n'avez pas le droit. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va essayer de regarder une deuxième fois. Alors j'envoie la requête. Après, a priori maintenant, il n'y a plus d'erreur. Alors si vous regardez les outils de développement, vous allez voir que vous avez bien envoyé une requête HTTP localhost machin. C'est pas celle-là. L'action s'appelle chercher. Elle est là. Chercher contact. Vous voyez donc chercher contact, la requête a été bien envoyée et j'ai récupéré les résultats. Qu'est-ce qui reste maintenant? On a juste besoin d'afficher les résultats. Alors on va les afficher. Non. Ce que vous récupérez, attention, la réponse HTTP, ce que vous récupérez d'une manière générale, c'est du texte. Même si en format JSON, mais c'est du texte. C'est du texte. C'est du texte qui respecte le format JSON, n'est-ce pas?
Mais nous, avec le texte, quand il arrive, on a besoin qu'il devienne des objets JavaScript. C'est du texte JSON. Mais moi, je vais le convertir en objet JSON JavaScript. C'est-à-dire, ça devient des objets JavaScript. Alors, dans ce cas-là, vous savez qu'en principe, dans JavaScript, vous avez l'objet JSON.parse. Alors, JSON.parse, il permet de convertir du texte en format JSON. Mais bien sûr, ce texte, il doit déjà respecter le format JSON. Alors, c'est exactement cette fonction de JSON, c'est ce qu'il fait. Il fait avec parse. Ou l'inverse, vous pouvez utiliser donc JSON.stringify, c'est-à-dire convertir des données, les formats des objets JSON en format string, des chaînes de caractères, mais c'est toujours du JSON. Donc, monsieur, quand on veut par exemple éditer ou bien ajouter un contact, Oui. qui a les données sous format JSON, puis le transfert à en texte, bien sûr. Quand il va les envoyer encore, c'est des données de JSON. Mais de toute façon, quand vous envoyez une requête HTTP, une réponse HTTP, c'est du texte. Donc, quand on la récupère, c'est à nous de décider, de dire, dès que le texte, je vais le traduire en JSON. Ça peut être du XML, ça peut être un autre format de données. On n'est pas obligé d'avoir JSON. C'est pour cela, donc, l'opérateur map, on indique quand même que la réponse HTTP. Alors, sauf que dans AngularJS, il suppose que par défaut, c'est du JSON. Donc, vous ne faites pas cette opération. Mais ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il se peut que le format soit, si vous voulez, soit autre que JSON. Ou bien le traitement que je vais effectuer, je peux par exemple convertir en JSON que les 20 premiers caractères de la réponse HTTP. Alors c'est ici que je dois le faire. Donc tout ça, c'est des traitements. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle pour afficher donc ça. Donc component.html. Alors je vais créer un table. Alors, class table. Alors, table stripped. Alors, je crois que vous avez l'habitude maintenant d'utiliser ça. Table. Table. Alors, tr, th. Alors, je vais afficher donc le ID. Je n'ai pas besoin en principe. J'ai besoin d'afficher le nom. Il y a le nom, il y a le prénom. Après, email, téléphone, etc. Parce qu'après, quand on va cliquer, on devrait afficher le détail. Donc, tout à l'heure, on va le faire. Et après, on va utiliser encore tr et on va utiliser une boucle. C'est bon? Alors, le matin, c'était quoi? NG repeat. Alors, ici, c'est NG4. Alors, faites attention, NG4 avec une étoile avant. Alors, ce n'est pas à moi de me demander pourquoi étoile avant, parce que les concepteurs d'Angular, ils ont pensé à beaucoup de contraintes. Et au final, il y a des attributs. Maintenant, ce n'est plus NG- les attributs, les directives d'Angular. Vous trouverez, il y a des directives qui commencent par étoile, vous trouverez des directives qui commencent par les crochets, des directives qui commencent par des parenthèses. Alors ça, c'est juste pour les classer par catégorie. Et après, il y a donc il y a d'autres explications peut-être pour ça, mais en tout cas, pour le moment, vous allez admettre. Alors, NG4. Alors, il faut utiliser let. Parce que dans TypeScript, si vous voulez initialiser une variable, il faut utiliser let variable égale valeur. Let, pour ça, contact C of la liste. Alors, dans notre cas, c'est page contact. Mais donc, comme c'est une page, il faut aller vers l'attribut content, n'est-ce pas? Content. Parce que je sais que la réponse HTTP, vous vous rappelez? En fait, la réponse HTTP, il contient un attribut qui s'appelle content. Voilà. Alors, content, qu'est-ce que je vais afficher? Ben, je vais créer des TD et je vais afficher donc avec string interpolation c. Le reste, vous le connaissez, donc c.id. C.nom
prénom, email. Alors on regarde. Alors il est en train de recharger bien sûr. Alors c'est toujours bien de voir console parce que s'il y a des messages d'erreur, a priori donc on n'a pas besoin de vérifier si déjà tout est bon. Il y a quand même quelques, je ne sais pas si messages d'erreur, on va voir ce que c'est, parce que ça peut être dû à quelque chose d'autre. Donc vous avez, ici on vient de créer une application Angular avec deux composants. Le premier composant c'est About, le deuxième composant c'est afficher. Qu'est-ce qu'on vient d'afficher? La première page, n'est-ce pas? En réalité, pour compléter notre application, on devrait ajouter la pagination, afficher la deuxième page, la troisième page, etc. On va faire presque la même chose que ce qu'on a fait. Alors ici, regardez, il nous dit, tout a marché, mais il nous dit quand même content undefined. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le composant, quand il charge le composant, il charge déjà le code HTML, n'est-ce pas? Il trouve que page content, il est de type ini. Il n'est pas encore initialisé parce que la requête HTTP, ça prend du temps. Donc il est égal à quoi? Il est égal à undefined, il est nul. Alors vous avez un objet nul, vous voulez accéder à contact. Donc il génère une exception. Logiquement, on va lui dire d'accéder à contact uniquement si l'objet page contact est initialisé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plusieurs solutions. La première, la plus simple, ça n'existe pas dans les autres langages, c'est ça, point d'interrogation. Alors, que signifie objet, point d'interrogation, point? Ça veut dire que si l'objet n'est pas nul, c'est-à-dire que ça, tu vas l'ignorer. Si par exemple, page contact n'est pas encore défini quand il est undefined, ben tu l'ignores. Alors sinon, autrement, dans les autres, il faut faire soit la deuxième... Bon, si vous faites ça, on va voir si ça va marcher. Alors, a priori, donc, voilà, il recharge. Voilà le premier composant, voilà le deuxième composant. Donc le problème, je ne l'ai plus. Donc vous voyez, donc ce point d'interrogation, il est très utile. C'est-à-dire, quand je crée un objet point, généralement dans Java par exemple, vous utilisez if l'objet est différent de nul, n'est-ce pas? Si l'objet est différent de nul, je fais ça. Mais vous n'avez pas besoin de faire if si l'objet est différent de nul, vous mettez juste un point d'interrogation. Ça remplace, ça suppose que ça, il ne va le considérer que s'il est différent de nul. Bon, ça c'est la meilleure solution parce qu'il est offert par TypeScript. Sinon, autrement, on va vers le composant. Il faudrait déclarer cet objet-là. Au lieu de mettre ini, vous le déclarez de type un objet dans lequel vous mettez content par défaut, dont la valeur est un tableau qui est vide. Là, ça marche aussi. C'est-à-dire par défaut, j'ai déjà page contact par défaut que page contact.content, c'est déjà un tableau qui est vide, n'est-ce pas? Mais là, c'est juste, à mon avis, bon, ça c'est même pas la peine. Vous mettez de type ini et après vous mettez le point d'interrogation. S'il vous plaît, il y a une question. Oui? Les for. Alors contact ici, ng4. Les c'est pas encore? On n'a pas affiché tous les attributs. J'affiche que les attributs que je veux. Ouais. Non, ng4, regarde. ng4, il parcourt, regarde. ng4, il parcourt ce tableau-là. Pour chaque élément C, c'est où est l'objet. Pour chaque C, c'est cet objet-là. Et après, c'est à moi de dire, voilà, qu'est-ce que je vais afficher vers le contact. C, c'est un contact. J'affiche ce que je veux. Mais pour le moment, j'affiche que ID, le nom, prénom, mais je peux afficher la date de naissance.
j'ajoute email, point ça, donc je peux afficher ce que je veux. Oui. Comment? Comment il est mis avant d'ajouter le point vert? Vous avez décliné. Alors, en principe, quand le composant est chargé, d'accord, le template est chargé, il est lié à le fichier .component.ts. Alors, bien sûr, le composant il est instancié, ng-init s'exécute, il envoie la requête HTTP, mais en attendant que la réponse HTTP arrive, cet objet-là, il reste toujours nu. Donc, une fois que la réponse arrive, c'est à ce moment-là qu'on l'initialise. Et le problème, l'exception qui est affichée tout à l'heure, il a été affiché avant que la réponse arrive. Il n'est pas bloquante. Il a affiché l'exception, mais dès que les données sont arrivées, il nous affiche. Mais c'est juste pour comprendre, c'est quand même un phénomène un peu intéressant. Bon, alors juste un dernier point qui est important, c'est que vous ne pouvez pas créer toute une application en n'utilisant que les composants. Alors dans Angular, en principe, on utilise également les services. Les services. S'il vous plaît. Alors, pour utiliser les services, alors l'idée principale, c'est quoi? Voilà. Alors, c'est qu'en fait, vous avez dans une application, vous avez plusieurs composants que vous créez, n'est-ce pas? Mais tous les composants, ils peuvent partager tous les traitements effectués généralement dans les applications, on ne les met pas dans les composants. Par exemple, envoyer une requête HTTP, on l'a fait tout à l'heure dans le composant. Mais en réalité, c'est que le composant lui-même, pour effectuer un traitement, il appelle un autre composant qui s'appelle service. Autrement dit, donc vous avez un composant, il est lié toujours à des services. Alors si vous voulez faire l'authentification, vous allez créer un service qui permet de gérer l'authentification. Un service qui permet de gérer, par exemple, les contacts. Vous pouvez créer plusieurs services. Alors l'avantage, c'est que le même service peut être utilisé dans plusieurs composants. Donc ça veut dire que ça c'est bien de faire ça, mais c'est de la mauvaise programmation pour quelqu'un qui fait Angular. Alors je vais vous montrer juste en 5 minutes. On va modifier notre application et on va introduire ce que c'est un service. Alors si vous voulez créer un service, on peut encore utiliser ng generate service. Il nous génère le fichier du service et après il le déclare. Mais ici, donc, je vais le faire manuellement parce que vous allez voir qu'un service, finalement, c'est une classe que vous créez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans mon dossier source, je vais créer un dossier. Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Alors, mes services, je les déclare souvent. Est-ce que dans App ou dans Valet? Donc, dans Source, j'ai un dossier qui s'appelle Service. Par exemple, dans lequel je peux mettre mes services. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, dans le dossier Source, je vais créer un dossier New Directory, les services. Et dans les services, je vais créer un fichier TypeScript, New TypeScript file. Alors, je vais l'appeler contact.service.ts. Contact.service.ts. Alors, vous voyez donc ici, vous avez créé un fichier TS. Alors, si vous voulez créer un service, il suffit d'utiliser export classe. Vous créez une classe qu'on va appeler, par exemple, la classe, on va l'appeler contact service. Contact service. Mais si vous voulez un service, si vous voulez l'injecter, il faut absolument utiliser un décorateur qui s'appelle injectable. Entre parenthèses.
C'est un service. Alors maintenant, dans mon service, qu'est-ce que je vais mettre? Il y a un constructeur que je peux, lui-même, il peut déclarer, il peut dépendre de d'autres services. Dans ce cas-là, je peux les injecter. Mais dans mon cas, j'ai une méthode que je vais appeler getContacts. Alors pour moi, la méthode getContacts, c'est elle qui envoie une requête HTTP pour récupérer les contacts. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'injecter ici quel service? HTTP de type HTTP. C'est fait. Alors bien sûr, il faut l'importer. Voilà. Ça doit être importé. Et après ici, qu'est-ce que je vais faire? Cette méthode-là, elle va retourner return. Mon service, quand je l'appelle, il va me retourner http.get. C'est pas http, c'est 10. Exact. 10.http.get l'URL. Alors pour moi, l'URL, donc maintenant, en principe, je l'ai déjà faite ici. Ça. Voilà l'URL. .map. Data. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? C'est pas data, c'est response.json. C'est tout. Alors, on ne met pas ici subscribe. Donc, je retourne map, je retourne, mais finalement, qu'est-ce qui fait subscribe? C'est le composant. Donc, généralement, vous voyez donc ici, j'ai utilisé mon service. Alors, ce service-là, pour l'utiliser, maintenant, dans mon, si vous voulez, dans mon composant, je ne vais pas faire ça, si vous voulez. Ici. Alors, je vais faire appel au service. Pour cela, je dois injecter le service. À nouveau, donc, toujours dans le constructeur, je vais utiliser public. Alors, comment il s'appelle mon service? Je vais l'appeler donc contact service. Ça, c'est la variable de type contact service. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser directement 10.contactService. J'appelle la méthode qui s'appelle getContact. GetContact, qu'est-ce qu'il retourne? Un objet de type observable. Et je vais utiliser .subscribe. .subscribe. Ici, si je reçois les données data, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais utiliser 10.pageContent contact égale data. Point virgule. Ici, virgule. Si je reçois des erreurs, comme tout à l'heure, une erreur, donc je vais utiliser console.log error. Et là, c'est beaucoup plus, c'est mieux. Sauf que si que vous voulez que votre service puisse fonctionner, il doit être déclaré dans le module. Si on l'avait généré avec ng generate, il le fait automatiquement. Mais si on va le faire, on va vers app.module.ts, il faut le déclarer dans les providers. Alors, dans provider, on va utiliser contact service. Alors, on vient de transformer notre application d'une manière encore plus professionnelle, si vous voulez. Alors, dorénavant, on va beaucoup travailler avec les services parce qu'il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de traitements que vous utilisez dans plusieurs composants. Et du coup, donc, si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas vous en sortir. Alors ça, c'est l'utilisation des services. C'est bon? Alors voilà un premier aperçu sur donc, deux parties. Comment créer la partie backend avec Spring Boot, comment créer la partie front avec Angular 2, enfin Angular 4. D'accord? Alors, donc, le temps de vous préparer ces fichiers-là, donc je vous les donnerai